Alors, les pompes à insuline en 2016, quoi de neuf? Il y a énormément de choses de neuf. Dans le diabète de type 2, il y a beaucoup de molécules innovantes qui ont été mises sur le marché. Et dans le diabète de type 1, il y a le fameux basal bolus qui ne marche pas très bien, il faut être honnête, et ça marche moyennement. Et il y a les pompes à insuline. Beaucoup de progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de pompes à insuline dans le diabète de type 1. Ces progrès concernent essentiellement la mise au point, la conclusion de 3 axes de développement. La première, c'est la mise au point de pompes qui sont actuellement très performantes, qui sont sûres, qui sont miniaturisées, qui sont faciles d'utilisation, qui sont extrêmement étanches, qui sont jetables, qui sont étanches, qui ne pèsent pas plus que 90 grammes, dotées de très nombreuses fonctionnalités qui les rendent de plus en plus sûres, avec des calculateurs de bolus, avec des alarmes pour les hypos et les hyper. Le deuxième progrès qui a été fait de manière extrêmement fondamentale, qui à mon avis a fait gagner à la diabétologie 30 ans, c'est les modalités de la surveillance de la glycémie. Ça va bouleverser la diabétologie et ça participe au colloque de Quoi de neuf en 2016. Et enfin, la troisième, c'est les modalités de prise de décision grâce à une éducation thérapeutique extrêmement rigoureuse, ciblée, stricte, qui va faire beaucoup avancer la thérapeutique de type A. La surveillance glycémique, alors sans information sur la glycémie, il est impossible d'ajuster le traitement, ça c'est une évidence. Que disposons-nous actuellement? Nous avons ce qu'on appelle une autosurveillance glycémique discontinue qui est apparue dans les années 80 et où, je me rappelle, nous déchiquetons les bandelettes en deux pour en avoir beaucoup. Mais actuellement, dans la crise actuellement qui touche le monde, cette autosurveillance glycémique discontinue a un coût relativement élevé qui a fait que certains pays réduisent le remboursement. En Algérie, par exemple, depuis janvier 2016, seules 2 boîtes par trimestre. En France, je crois que le type 2 n'est plus remboursé. En Algérie, donc 2 boîtes par trimestre sont remboursées uniquement. Et le deuxième reproche qu'on lui adresse, c'est une certaine lassitude. Les patients, en parlant simplement et crûment, ils en ont marre de faire 3, 4, 5, 6 points par jour. C'est contraignant, il faut avoir son appareil, son lecteur glycémique dans la voiture, dans son bureau. La troisième inconvénient, c'est cette autosurveillance glycémique discontinue n'explore pas toutes les 24 heures et laisse des zones d'ombre, notamment la nuit. On la trouve relativement anxiogène. Mais par contre, il faut être honnête et dire que l'autosurveillance glycémique discontinue avec les bandelettes a réduit de manière drastique les accidents hypoglycémiques. Il n'y a plus tellement d'hypoglycémie, on ne meurt plus d'hypoglycémie, on ne meurt plus de cétose, parce que le malade sait faire ça. Mais actuellement, ça ne règle pas le problème du diabète. Et depuis, dans ce marasme, dans cette contrainte, dans cette lassitude qu'ont les patients, est venu se greffer un progrès technologique majeur, tout à fait majeur, fantastique, c'est la mesure continue du glucose. Avec l'avènement des capteurs capables de mesurer la glycémie en continu, ça c'est l'idéal. Vous imaginez, mesurer une glycémie en continu, c'est assez extraordinaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un capteur? Un capteur, c'est une électrode que l'on place dans l'appareil sous-cutané qui est totalement indolore, qui est étanche avec un petit sparadrap, qui est grand comme une pièce de monnaie, pas plus grand, hein, d'accord, et qui enregistre la glycémie pendant 6 jours, toutes les 5 minutes, il vous donne une glycémie. Il est surmonté par un enregistreur qui va lui enregistrer toutes les données. Et après 6 jours, on va enlever et et transférer les données sur un ordinateur qui va traiter ces images. Et c'est assez fantastique. C'est la première génération des capteurs. Bien entendu, ces capteurs doivent répondre à un cahier de charge. Et là, je passe dans la qualité de calibration, d'exactitude, de biocompatibilité. C'est extrêmement... nous n'avons jamais eu de problème avec ces capteurs, de délai de réponse et de spécificité. Et la méthode à la glucose oxydase, ce n'est pas extraordinaire, a été retenue comme étant la plus fiable.
Alors, il y a deux types de capteurs. La première génération des capteurs, c'est les capteurs à visée diagnostique. On va le voir, ils ont fait progresser la diabètologie de manière extrêmement importante, mais ils ont un inconvénient, c'est que le diagnostic est posé 6 jours après. C'est un diagnostic rétrospectif. Et ça, c'est un inconvénient. Alors, très vite, les diabétologues l'ont utilisé comme support pédagogique pour l'éducation thérapeutique. Et c'est assez extraordinaire. Et le deuxième, on en parlera, c'est l'enregistrement continu de la glycémie à visée thérapeutique. Ceux-ci sont extrêmement intéressants et importants. Bien sûr, à ces capteurs, on demande... Voici un capteur, donc c'est extrêmement... Là, je l'ai pris en gros plan. Qu'est-ce qu'elle a là? Ça ne marche pas, le pointeur là? Pardon? Non? Là. Voici un capteur, donc c'est pas plus grand qu'une pièce de monnaie, hein, d'accord? Je reconnais que c'est un peu invasif, mais on verra bien. Ça peut se poser extrêmement facilement dans un cabinet. Voici notre cabinet à Alger, où j'ai un jeune malade qui était traité par des NPH rapide. Voici le capteur placé. Ça, c'est terminé. Voilà l'enregistreur, le I. Ça, c'est rien, c'est l'infirmier. Voilà. Alors, bien sûr, à ces capteurs, on leur demande deux choses. Un, la fiabilité. Deux, l'efficacité. Quelle est cette fiabilité? Il faut être sûr que ce capteur nous donne de bons résultats. La fiabilité, regardez, l'enregistrement sur 6 jours. Nous avons pris 2 jours au hasard. Regardez les petits points, là, c'est l'autosurveillance glycémique en discontinu, suivent parfaitement la courbe de l'enregistrement. Et ça, c'est une avancée assez extraordinaire. Là, c'est le vendredi, le samedi, et je passe, j'ai pris les deux plus belles, mais pratiquement tous les enregistrements sont comme ça. Alors, bien sûr, quelles sont les indications de ces capteurs, de cet enregistrement continu? Vous le devinez facilement, c'est des hypoglycémies qui sont assez fréquentes, qu'on ne ressent pas, notamment nocturnes. On place un capteur. Je vous dis, je répète encore, il y a un inconvénient majeur, c'est que ce diagnostic est posé 6 jours après. Mais ça a donc un aspect assez important sur le plan de la pédagogie de l'éducation thérapeutique. Donc les hypoglycémies est une indication majeure, thérapeutique, asymptomatique, qui sont fréquentes, qui sont nocturnes, qui sont sous-estimées par l'autosurveillance glycémique en discontinu. Ça, c'est les hypoglycémies post-stimulatives pour ce qu'on appelle les diabètes, les tolérances affaiblies au glucose. Mais on a plein. Voici donc un schéma d'un enregistrement continu chez un jeune qui se plaignait toujours de fatigue, d'asthénie importante, et on ne comprenait pas. Tous les bilans ont été faits, il avait une hémoglobine autour de 7, et on a mis un capteur pour voir. Il est relativement bien équilibré, sauf les 2 postprandiales ici à midi, où c'est à peu près autour de 2,20, 2,30, et celle du soir, où tous les malades du monde, je dis bien du monde, ont peur de ne comprennent pas dans le basal bolus comment mettre une analogue rapide et une basale. Donc, et on s'est intéressé à la nuit. Alors la nuit, c'est ici, hein, de minuit à 5 heures du matin, et vous allez voir que ce même patient-là a quand même, à partir de 2 heures du matin, il est autour de 0,50 g assez régulièrement. Ces hypoglycémies qui le fatiguent et qui justifient la correction d'un traitement. Voici encore un autre enregistrement, c'est une rémission. La rémission, en gros, pour les plus jeunes, c'est une lune de miel qui se prolonge. Là, on a eu affaire à une sportive de très très haut niveau qui fait 2h30 de sport par jour, qui a un niveau de type africain, hein, qui fait beaucoup de sport, qui a arrêté son insuline, véritablement diabète de type 1, basal bolus, avec des hypos fréquentes, et on a arrêté sa dose d'insuline et qui a fait une rémission de 1 an et demi. Actuellement, nous la suivons encore, elle est sous une seule basale, mais avec beaucoup de sport. Voici la rémission, donc, et sur 6 jours avec ce capteur. Donc, une autre indication, on est en train de vérifier l'efficacité du traitement des médecins, de nous-mêmes.
Voici un malade qui a une pompe portable. Les malades sont hospitalisés chez nous dans notre structure pendant 5 jours. Et au bout de 5 jours, les malades sortent. Et on a voulu vérifier si, au bout de 5 jours, ils s'y connaissent bien. Et ça, c'est un de nos meilleurs malades qui, après 10 jours de pompe, voici son enregistrement. 3 remarques sont à faire. Un, après 10 jours de pompe, il est relativement bien équilibré, puisque une ou deux fois, il dépasse les 2,20 grammes. Regardez que là, c'est la moyenne en noir. D'accord. Mais, deuxième remarque, il nous fait une très belle hypoglycémie nocturne, détectée nocturne. Et 3, regardez l'aspect pédagogique. La troisième, c'est pendant ces 6 jours-là, il chute vraiment, il descend, et puis brutalement, il les pique tous. Les 6 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toutes. C'est un patient, et on avait posé la question à toute l'équipe médicale, et personne n'avait trouvé, vraiment personne. Et la maman avait dit que oui, mais là, il est en vacances, hein, il est au mois de juin, il dort, il se réveille, c'est un patient hyperactif, très actif, qui a un débit de base extrêmement faible de 0,3 unités ou 0,2 unités par heure, entre 8 heures du matin et 4 heures de l'après-midi, et qui, en vacances, dort. Bon, c'est bien, il dort, mais à 6 heures du matin, il a un autre débit de base qui bascule vers un débit de base très très faible, qui fait que ça explique les hyperglycémies. Nous avons augmenté son débit de base pendant les vacances, et tout est rentré dans l'ordre. Regardez donc l'aspect pédagogique. Voici notre enfant, 2 actes rapides et NPH, que nos amis algériens pédiatres continuent encore à donner aux enfants, que nous avons vu tout à l'heure dans notre cabinet, et qui est totalement en hyperglycémie chronique. Pour tout ça, pour vous dire simplement que le diabète avec 2 actes rapides et 2 NPH est tout à fait dépassé, et ça ne marche jamais, au grand jamais. Alors là, on entame maintenant les capteurs à visée thérapeutique. Alors ceux-ci sont extraordinaires, c'est ceux-ci qui ont fait progresser la diabétologie et qui ont peut-être contribué à un tournant de la diabétologie. Nous allons le voir progressivement. Là, nous ne sommes plus dans l'enregistrement glycémique au bout de 6 jours. Là, les glycémies sont analysées pendant 6 jours, toujours, mais en continu, et elles transmettent en temps réel les niveaux glycémiques à une pompe. Il y a ce qu'on appelle un couplage, le couplage capteur-pompe. Elle permet de donner au patient des indications sur l'évolution de sa glycémie en temps réel et en continu. Au vu de la fiabilité, il y a une chose qui va vous choquer, nous n'avons plus besoin de bandelettes d'autosurveillance glycémique. Même s'il y a les laboratoires qui sont ici présents, vont un peu tiquer, nous sommes au début, il faut être honnête et dire que l'autosurveillance, qu'elle soit discontinue dans les années 1980, a bouleversé la diabétologie en supprimant les hypoglycémies et les hyper. L'autosurveillance en continu est actuellement en train de bouleverser la diabétologie par le couplage avec des pompes et être à l'origine de pompes extrêmement fiables que nous allons voir ensemble maintenant. C'est une véritable révolution dans l'autosurveillance et l'autocontrôle pour le patient. Bien entendu, il faut une très très grande motivation et une éducation thérapeutique extrêmement importante. Voici donc le couplage capteur-pompe. Voici donc le capteur Medtronic, c'est l'iPro 2 de Medtronic. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y en a 2 ou 3, les capteurs. Donc il n'y a vraiment pas de concurrence, il y a 2 ou 3 qui vont tôt ou tard se partager le marché mondial des capteurs. Voici la pompe Medtronic avec l'infuseur où passe l'insuline. Voilà, donc la pompe et le capteur. Ce capteur-là va donner pendant 6 jours, en continu, en temps réel, des indications à la pompe. C'est la première fois, et c'est la première pompe, et c'est le premier laboratoire qui a mis au point une pompe qui est sous les ordres d'un capteur. Vous voyez que l'importance des capteurs, par Bluetooth bien sûr.
Voici donc un patient à nous. Hein. Nous avons un patient qui a ces capteurs, 32 patients qui sont sous pompe Medtronic avec des capteurs. Et voici donc ce patient qui est totalement, après quelques jours d'hospitalisation, parfaitement entre 70 et moins de 2 grammes. Nous pensons que c'est un patient qui est parfaitement bien équilibré. Alors voici les pompes, on va en parler. Voici les pompes Medtronic, hein, d'accord, qui sont couplées à des capteurs. Elles vous donnent la courbe glycémique en temps réel. Alors il faudra la programmer. Celle-ci c'est 12 heures. Il est à 1,04 g. Il est 13h01. Voici sa batterie. Le tout pèse 90 grammes. C'est pas énorme. Je ne sais pas combien pèse un paquet de cigarettes, mais c'est pas énorme. Donc cette courbe-là sur 12 heures, on peut la programmer sur 3 heures ou sur 6 heures. Voici notre enfant qui a une autre pompe. Alors, cette fille-là, je vous l'ai montrée parce que je ne sais pas si la photo est belle ou non, c'est moi qui l'ai prise. J'ai trouvé qu'elle avait un regard extrêmement heureux. Je suis femme qui a une fille qui a une pompe, qui se soucie très très peu de ces 2,12 grammes avec 2 flèches qui nous indiquent qu'elle va être en hypo. Mais ce qui était important, c'est une fille qui venait à la consultation qui voulait avoir une pompe rose à tout prix. Et alors, on a mis 6 mois et Medtronic a mis 6 mois pour nous amener sa pompe grise. Et voici donc, elle m'a dit prenez-moi une photo avec la fameuse pompe, la rose. La voilà. J'ai dit à sa maman que j'allais barrer ça. Elle m'a dit non, ça lui fera plaisir. Alors elle voit ça, quand elle voit ça, elle est très bien. Elle est parfaitement bien équilibrée actuellement. Alors vous voyez encore les fonctionnalités de ces pompes-là, sur 3 heures, d'accord, 1,16 g, avec des croix qui descendent sur 3 heures de temps. Alors, nous avons vu de la fiabilité, c'est parfait. Nous allons voir maintenant l'efficacité. Ces capteurs-là, c'est quoi? Ça amène quoi? Alors, très peu de traitements, très peu d'études ont été réalisées comparant les traitements intensifs. On a comparé les traitements, le basal bolus avec les 3 prémix, avec 2 prémix, les pompes à insuline versus le basal bolus, oui. Alors, sur des petites séries, les pompes sans capteur sont approximativement la même chose que le basal bolus bien fait. Sur des petites séries, il est extrêmement facile d'avoir 20 patients, de bien les manager, de leur dire que 3 analogues rapides, ça ne marche pas, mais qu'il faut une 4e à 17 heures. Sur 20 malades, oui. Et donc, c'est l'équivalent à peu près d'une pompe. Une étude française, l'entraide 2011, a montré que sur 1500 malades diabétiques de type 1, qui représentent les diabétiques français, plus de 50% avaient 8,5 et plus d'hémoglobine glyquée. Mais sur des grandes séries, les pompes sans capteur sont quand même supérieures au basal bolus. Et la réponse va venir de Pickup. Alors pour les plus jeunes, Pickup, c'est un Anglais que j'ai eu l'honneur et le plaisir de connaître il y a pas longtemps, il y a 3 ans, qui travaille encore, hein, qui était très jeune. C'est lui qui a mis la première pompe au monde en 1976. Les gens connaissent Banting et Best. Il faut connaître aussi Pickup qui a mis la première pompe au monde. Et vous allez voir que à la fin de ce travail, que le diabète est peut-être en train de négocier un tournant dans la prise en charge du diabète de type 1. Il faut connaître aussi ASAL pour les études thérapeutiques. Donc, Pickup, sur une méta-analyse extrêmement importante, plus de 3000, en 2014 à Helsinki, montre que les pompes avec capteur sont quand même supérieures aux pompes sans capteur entre 1,5 à 1 point, mais les pompes avec capteur par rapport au traitement basal bolus, il y avait quand même 1,5 point d'écart, c'est énorme, 1,5 point d'écart. Alors nous, on a une petite étude, hein. Les pompes ne sont pas encore remboursées chez nous, elles sont encore chères, un peu chères, et nous avons quand même 32 malades, et nous avons comparé, nous avons 2 types de pompes, les pompes combo de Roche, qui sont d'excellentes pompes. Les pompes combo sont de très bonnes pompes, et les pompes Medtronic, mais qui ne sont pas couplées à celles qu'on a à des capteurs, et Medtronic qui sont couplés à des capteurs. 32 malades, l'impression qu'on a, c'est qu'avec la pompe combo, on arrive plus rapidement. Alors tous nos malades partent à 12, hein, j'ai schématisé 12
pour ne pas dire 13, pour ne pas dire 12,5, 12,75, j'ai mis 12. Et au bout de 3 mois, ils sont facilement à 7,2, alors que Medtronic, c'est plus complexe. Il y a plus de fonctionnalités à Medtronic, mais après 6 mois, il y a une inversion des courbes. Et après 6 mois, Medtronic se détache vraiment grâce au capteur. Là, nous sommes ici avec 6 à 8, voire 10 glycémies jour. Là, il n'y a pas de glycémie au doigt. Il y a un capteur. Et ça, c'est un bouleversement extrêmement important. Alors, bien sûr, cette étude, elle ne veut rien dire. Elle conforte simplement l'idée qu'on est en accord avec Pickup, qui lui a fait ça sur 3000 patients. Hein. Nous, on a à peine 30. Hein. Alors, les capteurs en 2016, il y a le récepteur, dans ce cas, c'est la pompe. D'accord ? Il y a un capteur, l'iPro 2, qui actuellement, selon les échos, selon les congrès, selon l'ADA, c'est actuellement le plus fiable sur 6 jours. Il y a Dexcom, un deuxième, qui lui est beaucoup plus long, 10 jours. Et il y a, là je vois qu'il y a Roche, ici dans le laboratoire, il y a quand même la pompe Roche Insight, qui est une troisième pompe avec les capteurs, qui est aussi relativement au point. Alors, le développement de ces capteurs-là, qui est invasif, qui est relativement grand et gros, mais on ne sent rien. Hein. On peut prendre la douche, on peut aller à la plage, faire des plongeons, c'est tout à fait étanche, c'est très, très, très au point. Va être dans pas longtemps, dans moins de 2 ans, hein, va être gros comme le noyau d'une cerise. Hein. Alors, tout ça, c'est un progrès majeur pour la mise au point des pompes. C'est ces capteurs-là qui sont à l'origine du développement des pompes, et nous allons voir en deux diapositives le bond que ces facteurs ont fait à la diabétologie. Alors, le traitement des pompes, maintenant, c'est maintenant qu'avec ces capteurs au point, fiables, nous allons les voir maintenant. Oui, now, les pompes actuelles. Voilà, alors la pompe Paradigme VO, Medtronic, c'est celle de Medtronic, celle qu'on a en Algérie, d'accord? Alors là, Medtronic a développé un algorithme qui permet d'arrêter sur un aspect indicatif. Vous programmez votre pompe à 0,70, ben vous n'aurez plus d'hypoglycémie. C'est très simple. La pompe s'arrête. La pompe s'arrête et vous n'aurez plus les fameux 4 grammes du resucrage d'hypoglycémie. C'est extrêmement important. Chaque diabétologue ici sait qu'après une hypoglycémie, c'est 3-4 grammes. Parce que c'est extrêmement angoissant comme fait. On resucre, on prend 2-3 cuillères à soupe de miel, de confiture, et puis ça avance à un truc. Donc sur un aspect indicatif, Medtronic a développé un algorithme qui permet de l'arrêt de la pompe à un niveau glycémique bas, prédéfini par le malade ou par le médecin. Et c'est un intérêt pour les enfants qui ne répondent pas aux alarmes hypoglycémiques. C'est un intérêt majeur pour les patients qui ne ressentent pas les hypoglycémies. Nous avons une personne qui est sous pompe au début, qui ne ressentait pas les hypoglycémies. Sur les 5 jours d'hospitalisation, elle nous a fait 3 jours d'hypoglycémie extrêmement importante. Le capteur, bien sûr, on le place au bout de 1 mois. Hein, 1 mois, pas instantanément. Donc, c'est vraiment à de petites doses. Donc, il y a des patients, il faut savoir, qui ne ressentent pas du tout les hypoglycémies. Et surtout, c'est la prévention des hypoglycémies nocturnes, c'est extrêmement angoissant. Toutes les études faites par des médecins et des psychologues ont montré que c'est la situation la plus mal vécue de ces diabétiques. Faire de l'autosurveillance glycémique en discontinue, c'est très mal vécu, surtout quand le médecin diabétologue se précipite vraiment vers l'hémoglobine glyquée et qu'il attache très peu d'importance à son autosurveillance. Donc c'est une étape extrêmement importante. Première étape de contrôle de la pompe par le capteur. Voilà la pompe VO, qui est une pompe assez extraordinaire, grande simplicité, et qui marche très bien. Mais il faut être honnête et dire que cette pompe-là, qui existe sur le marché depuis 2 ans, elle fait vieille figure, parce que la prochaine, elle est assez extraordinaire. C'est la pompe, toujours la même pompe. La prochaine, c'est la pompe, la 640G, qui est sur le marché mondial depuis moins d'1 an, et pour répondre à mon ami Jamel Belkhadi, nous sommes dans quoi de neuf? Là, ce n'est plus maintenant sur un aspect indicatif.
c'est plus la pompe s'arrête à 0,70, c'est sur une prédiction. On suppose qu'en fonction de la vitesse de descente de la glycémie, on suppose que le patient va faire une hypoglycémie. Donc c'est un algorithme prédictif. On va attendre donc très très loin et il suffit simplement de programmer, alors je ne sais pas si je vais bien vous l'expliquer, il suffit de programmer 3 glycémies, par exemple 1,20 g, 0,70 g, ça s'arrête, 1,20 g. Le patient entre dans des zones de turbulence, c'est-à-dire qu'il peut faire une hypoglycémie en fonction de la vitesse de descente de deux choses l'une, où elle descend rapidement et la pompe analyse et s'arrête, et la troisième glycémie, on va mettre 1,45 g par exemple, et 1,45 g, hop, elle redémarre. Donc là, on n'est plus sur un mode indicatif, on est sur un mode prédictif. Là, on est dans le monde de la gestion de l'hypoglycémie. Si à 1,20 g, il y a une pente douce, très douce de descente de la glycémie, la pompe ne s'arrête pas. Mais si elle descend, comme la petite jeune fille là, qui avait sa pompe rose avec deux croix, avec cette nouvelle pompe-là, 2 croix, ça veut dire qu'à 2,12 g, elle va descendre brutalement, ben, la pompe s'arrête. Il suffit simplement de programmer, elle s'arrête, vous savez que tous ici, hein, les pompes, elles ont un inconvénient majeur, c'est que quand ça se bouge, quand ça s'arrête, quand ça ne marche pas, en 1 heure, on est en cétose, en gros. Hein, en une demi-heure, on est à 2-3 grammes. D'accord? Ben, ici, à cause des petites doses en périphérie d'insuline. Et bien, ici, le patient est en toute sécurité. Alors, il suffit de programmer cette gestion d'hypoglycémie le matin ou en journée, et cette gestion d'hypoglycémie le soir, la nuit. Et c'est assez extraordinaire. Alors là, je vais peut-être vous faire, comme ce matin, voilà, mon collègue le cardiologue, vous faire participer un peu. On devine la suite. La suite est extrêmement simple. On peut faire ça pour l'hyperglycémie. Au-delà de 2 grammes, 2,50 g, ben, la pompe va se mettre à donner 2-3 unités de bolus. Et ça, c'est ce qu'on appelle la boucle fermée, en termes plus crus. C'est un pancréas artificiel, extracorporel, miniaturisé. Je pense que la diabétologie en matière de thérapeutique de type 1 s'oriente vers ce schéma thérapeutique. Le basal bolus, on a tous été victimes plus ou moins du marketing des grands laboratoires. 3 analogues rapides et une basale. 3 analogues rapides et une basale, ça ne marche jamais. 8 heures du matin, midi et puis au dîner, une analogue rapide, ça ne marche jamais. Parce qu'à 8 heures, à 20 heures, on est à 3-4 grammes. Il faut mettre une autre analogue rapide à 17 heures. Alors si on fait 4 analogues rapides et une basale, on est dans 1800 injections par an. C'est vrai, c'est très vrai que les silos Novo, je cite parce que j'ai aucune relation avec tous ces laboratoires, c'est vrai qu'ils ont fait progresser aussi la diabétologie, mais ça fait quand même mal. 1800 injections par an, il faut le faire. 5 fois par jour se piquer, il faut le faire. Faire 4 glycémies par jour, il faut le faire. C'est facile d'être dans un congrès, dans un bon fauteuil et de parler et de dire oui, 4 dans le graphique, c'est terminé. Ouais. Alors, encore une fois, merci pour la boîte métronique qui m'a parlé. Ça, c'est les 2 pompes qui vont révolutionner la gestion de l'hypoglycémie. Et vous allez voir, vous penserez à moi, dans moins d'1 an, la gestion de l'hyperglycémie. Ils vont le mettre au point, c'est extrêmement facile. La même chose est en cours de développement chez Roche et chez Animas. J'ai oublié de les citer. Donc, il y a des pompes type patch. Pour ceux qui travaillent sur les pompes, la tubulure, ça pose des problèmes chez des adolescents qui sont plus ou moins un peu particuliers, les adolescents. Il n'y a pas de tubulure. Ça, c'est extrêmement intéressant. Elles sont très petites, jetables, étanches. Et il y a les scènes Novo, là, c'est pour les tout petits enfants qui sont. C'est petit comme une boîte d'allumettes. Je ne sais pas si vous avez encore des boîtes d'allumettes ici. En Algérie, il n'y en a plus, mais les petites boîtes d'allumettes, c'est extrêmement petit. Elles sont jetables. Elles ont un avantage énorme. Elles transmettent leurs données par SmartPort aux parents. Par exemple, l'enfant qui ne fait pas son bolus, les parents le savent, appellent la maîtresse et la maîtresse le fait le bolus. Ces 2 pompes-là, qui sont extrêmement petites, jetables, elles ne sont pas encore couplées avec ou Medtronic, ou Animas, ou Dexcom. Alors, l'éducation thérapeutique, là j'ai un peu dépassé de 1 minute.
elle doit être spécifique et structurée, bien entendu, et elle vise à rendre actif le patient. Il faut que le patient utilise les fonctionnalités. Et il faut une éducation extrêmement pratique. En matière de diététique, nous avons, nous, dans notre structure, une approche particulière et qui donne de bons résultats. Tous les patients, au bout de 5 jours, sont revus pendant 1 mois, tous les 3 jours, mais au bout de 10-15 jours, on ne les revoit plus. Alors, en 2016, quoi de neuf? Vous le savez, hein, c'est quoi de neuf? Nous sommes, la porte est ouverte, nous sommes dans la boucle fermée. Et les pompes ne vont pas se développer outre mesure, peut-être vont être plus petites, peut-être que les capteurs vont être encore plus petits, plus fiables peut-être. Et on est actuellement en train de développer surtout des algorithmes innovants. C'est des plateformes d'algorithmes, non pas sur un mode indicatif, sur un mode prédictif, en fonction de la vitesse d'ascension ou de descente. Et ça, c'est assez extraordinaire. Les travaux effectués, il y a 3-4 centres dans le monde qui ont prouvé que c'était faisable. Dans une première étape, 2013-2015, les travaux ont été effectués en milieu hospitalier. En 2015, il y a moins d'une année, les bénéfices de ces systèmes ont été démontrés et la sécurité a été démontrée par ces 3 services, citant Montpellier, l'Angleterre et Washington aux États-Unis. Voilà les grands services. En 2016, travaux en cours à titre externe à Montpellier sur une 40aine de malades en boucle fermée. Donc, voici donc où on en est en 2016. Alors, je me suis permis j'ai beaucoup hésité à mettre au Maroc ou non. Moi, je n'ai pas donné de sang, mais je me suis dit que Jamel était un ami et que le Maroc, c'est en fait comme la Tunisie, comme l'Algérie. Je pense que pour ceux qui sont intéressés par le développement des pompes, je pense que c'est extrêmement important de se lancer, de se familiariser d'abord dans une première étape par le CGM, par l'enregistrement continu de la glycémie, bien dominer la technique. C'est extrêmement simple. Hein. En moins d'un quart d'heure pour un médecin, on domine la technique et c'est terminé. Après, il faut par contre des centres initiateurs. Les centres initiateurs et formateurs parce qu'on s'est rendu compte que moi, je suis dans un circuit un peu libéral, mais toutes les pompes qu'on a placées, c'était des pompes à Alger, mais en dehors d'Alger, ça marche plus ou moins pas bien. Donc, on est en train de développer des centres initiateurs à Constantine, à Oran. Je pense qu'au Maroc, c'est un peu le même problème. À Rabat, à Marrakech, il faut qu'il y ait des centres initiateurs. Voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas si j'étais bien ou non.